C'est vendredi et c'est le sport. On va parler de 3 sujets ce soir. Le Togo et la première division Gbekinti de Bassar qui s'installe dans le fauteuil de leader. Nous évoquerons également la Coupe d'Afrique des Nations. L'Égypte sera prête pour accueillir la compétition. C'est ce que disent les responsables du football africain. Et puis la FIFA, Gianni Infantino, seul candidat à sa propre succession. On évoque ces sujets avec Hervé Pizza, notre consultant sportif. Bonsoir Hervé Pizza. Bonsoir Samuel. Le championnat de première division au Togo, je le disais, Gbekinti de Bassar est désormais dans le fauteuil de leader avec 24 points. Hervé Pizza, d'abord, est-ce que vous avez forcément vu Gbekinti de Bassar à ce niveau et en cette position, à ce niveau de la compétition? Bon, Samuel, il faut dire honnêtement que ce n'est pas une surprise pour moi parce que on l'avait évoqué ici, par rapport au niveau de notre championnat. Ouais. Et lorsque vous avez un championnat qui est en dents de scie, c'est-à-dire qu'après une journée, c'est une équipe qui vient prendre la place de l'autre, à différence d'un point ou de 2 points. Il y a plusieurs choses qui peuvent amener les équipes dans ce jeu-là. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez très bien le premier qui est Gbekinti aujourd'hui, avec le dernier, la différence de points ne fait pas plus de 7 points. Ouais. Et donc, il y a des problèmes. Donc aujourd'hui, ça veut dire que le premier, aujourd'hui, celui qui est au bas du tableau, il suffit aujourd'hui qu'il gagne peut-être 3 matchs successifs et puis il remonte, il prend la tête. Donc, quand vous avez un championnat comme ça, Samuel, c'est que, ou soit vous avez des problèmes comment l'appelle-t-on, de coaching, c'est-à-dire que les équipes qui ont l'habitude de changer des entraîneurs, ceux qui ont fait mauvais recrutement, et les subventions au niveau de la fédération. Donc, il y a un petit cafouillage, enfin, les gens se débrouillent. Et aussi l'aide de l'État qui ne vient pas. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez les grands. Quand vous regardez aujourd'hui, c'est vrai que Gbekinti a gagné 3 matchs successifs, ce qui l'a amené dans ce fauteuil-là, comme je le disais tantôt. Mais vous allez regarder les équipes comme Gomido, Maranatha, Sarah, Aseka. Aujourd'hui, on est dans le fauteuil, demain, on est en bas, on remonte. C'est les équipes dont les dirigeants ont un peu de moyens. Et vous voyez, donc, ils ont un peu de moyens et ça motive les joueurs. Maintenant, quand vous avez certaines équipes où les dirigeants n'ont pas de moyens parce que, comme je l'ai dit tantôt, vous savez, depuis la fédération a annoncé une subvention de l'État et une subvention de la fédération. Et les premières divisions étaient autour de 15 millions et les D2 autour de 10 millions. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la fédération dit que l'État n'a pas donné de l'argent. Et ils avaient donné 3 millions aux équipes de première division au démarrage. Et tout récemment, à l'arrivée de Gianni Infantino, les gens ont fait des calculs, peut-être se disant que les équipes vont évoquer, peut-être s'il y a une rencontre quelconque, ils vont évoquer les problèmes de subvention de la FIFA et tout. Donc, on s'est empressé de leur donner 2 millions. Donc, 5 millions, vous voyez que 5 millions, ça ne fait même pas acheter les maillots et acheter les crampons. Et aujourd'hui, on sait aussi que l'aide de l'État n'est pas venue compte tenu de certaines choses. Et donc, du coup, vous allez voir que le jeu de chaises musicales se fait entre les clubs dont les pontes, c'est-à-dire ceux qui sont au-dessus de ces clubs-là, ont un peu de moyens. Et donc aujourd'hui, Gbekinti de Bassar, M. Daoun Boundjou, que vous connaissez, bon, il a un peu de moyens, donc la motivation au niveau des joueurs, ça suit. Et puis donc les joueurs veulent effectivement donner les résultats sur le terrain. Donc, par contre, là où il n'y a pas assez de moyens, on dit, bon, écoutez, on va, comme Asco qui a engagé entre-temps plus de 2 ou 3 mois, selon nos sources, sans salaire. Il a fallu que le colonel Bakali lui-même y mette la main à la poche pour pouvoir régler ce genre de problème. Vous voyez, c'est ça ce qui est dommage au niveau du football togolais. Et je dis toujours qu'il faut faire en sorte que les statuts, c'est-à-dire que les clubs soient indépendants, que les clubs soient des entreprises, que les clubs arrivent à vendre leurs joueurs, qu'ils soient à la hauteur de pouvoir se prendre en charge et oublier ces histoires de subventions. Parce que je l'ai dit, en matière de football amateur, c'est là où l'État est obligé d'intervenir, c'est là où on parle des subventions, mais la FIFA ne subventionne pas les clubs pour jouer au football. Ça, c'est de l'amateurisme. Est-ce que vous voyez? Donc, le Togo, je pense qu'on a fait assez d'expérience et qu'à un moment donné, il va falloir dire que écoutez, il y en aura qui ne pourront pas jouer la division d'élite. Depuis, nous avons parlé de créer cette ligue professionnelle pour permettre aux gens de quitter les 6 pieds sous terre. Est-ce que vous voyez? Donc, franchement, pour moi, ce n'est pas une surprise. Demain,
ne soyez pas aussi surpris de voir Gwikinti au bas du tableau. Oui. Voilà. Alors, de toute façon, dans le classement direct, Gwikinti a 24 points, suivi de ASK qui est également à 24 points. Vous voyez, donc ça là, on ne peut pas dire qu'il a mérité, est-ce qu'on l'a vu là-bas? Non, Ça veut dire que nos championnats n'ont pas d'enjeu, c'est ça? Il n'y a pas d'enjeu, Samuel. Non seulement il n'y a pas d'enjeu, c'est que quand vous jouez un championnat dans lequel il faut forcément attendre la subvention de la fédération, il faut attendre la subvention de l'État, vous ne pouvez qu'être à ce stade. Mais maintenant, si vous-même, vous avez un projet professionnel, vous dites que vous avez un centre de formation où forcément la CAF demande au club d'élite d'avoir les cadets les minimes, ça veut dire que vous mettez les moyens. Et maintenant, vous quittez les statuts d'amateur pour monter au statut de professionnel. Vous allez voir que vous-même, vous êtes obligé de créer des partenariats. Et si on a une ligue professionnelle, la ligue professionnelle va dégager ses tests. Et au niveau du bureau, le bureau aura de valeur au niveau, comment on l'appelle, des partenaires nationaux pour pouvoir avoir des partenariats gagnant-gagnant, même au-delà du pays. Et comme ça, et le comité exécutif, lui, ne percevra que des commissions à partir de 10%, ce qui va valoriser effectivement notre football. Imaginez un temps soit peu que on vende, par exemple, Gomido ou Asco de Cara vende un joueur à 1 million d'euros. Mais qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Mais là, il faut toujours attendre que les cadres cotisent de l'argent. Il faut toujours attendre que la fédération cotise subventionne. Il faut toujours attendre que l'État subventionne. Et puis bon, ça, je pense que c'est comme vous-même, vous enceintez une femme et puis vous n'avez pas les moyens. Il faut courir de gauche à droite pour que vous puissiez trouver des produits. Ça va être très compliqué. À un moment donné, vous-même, vous aurez la migraine. Et donc, je pense que c'est un peu ce jeu-là. Et nous avons toujours souhaité, vous avez vu, la réforme des ligues. On a dit, il faut, pour moi, au jour d'aujourd'hui, je pense que la fédération joue à un jeu dangereux. Parce que si nous sommes à presque 1 an de fin de mandat du comité exécutif et on n'est pas arrivé à avoir les 5 ligues régionales, je pense que ça pose un problème. Et bon, la fédération n'est pas seulement fautive, mais c'est les acteurs eux-mêmes qui ont paraffé les tests au niveau de Sarakawa, qui se sont dit, écoutez, nous allons faire en sorte que nos statuts, nos statuts changent. Mais vous allez voir que, bon, après, nous sommes en train de faire des analyses pour le bien du football. Mais il y a certains qui sont en train de nous suivre actuellement. Ils vont penser que nous sommes en train de... Il fait du mal au football togolais. Pourquoi il parle comme ça? Non, il faudrait qu'un jour, ce que nous sommes en train de dire, il ne faut pas que ce soit après 10 ans, après 5 ans, que nous prenons du retard. Aujourd'hui, vous voyez les pays, je l'ai toujours cité, le Ghana, le Bénin, le Burkina, ils sont devant nous. Pourquoi lorsque il y a beaucoup de nos joueurs qui préfèrent aller jouer au Bénin et gagner 250 000 francs, 300 000 francs? Mais nous avons des gens ici. Il faut changer des statuts. Lorsqu'on change des statuts au club, les hommes d'affaires peuvent se réunir pour acheter des clubs. Et maintenant, jouer comme Moïse Katumbi le fait. Il y a tant d'exemples. Sinon, s'il y a des gens qui ont des moyens, qui investissent, les gens, je pense pour moi que les gens ont peur de la politique parce que sortir ces moyens tout à l'heure pour mettre dans un club, on va dire, est-ce que tu n'as pas des idées, tu n'as pas des idées, tu n'as pas des idées. Mais si on libéralise, on change de statut et que les clubs qui appartiennent à des municipalités, ces clubs-là arrivent à dire, bon, ok, monsieur Samuel, tu peux venir prendre ces masses pour une caution de 100 millions, 200 millions pour 4, 5, 6 ans. Bon, vous voyez, en Angleterre, c'est ce qui se passe. Au PSG, c'est ce qui se passe. Il faudrait que nos dirigeants le comprennent. Nous n'allons pas toujours aller vers l'État, toujours vers la fédération, monnaie des projets GOL au niveau de la FIFA pour subventionner les clubs, alors que nous avons besoin d'une direction technique fiable, nous avons besoin des pelouses, nous avons besoin de renouveler nos stades et puis bon, avoir une ligue professionnelle pour quand même que les clubs aient un statut pour pouvoir vendre. Parce qu'un club, avant tout, c'est une entreprise. On va passer au second sujet, c'est la Confédération africaine de football. L'Égypte sera prête pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Cet été, ont déclaré mardi au stade d'Alexandrie les responsables du football africain au terme d'une inspection de diverses infrastructures à travers le pays. L'Égypte sera prête. Nous avons des plans pour les rénovations, mais de toute façon, de base, l'infrastructure est là, a déclaré donc la directrice de la communication de la CAF, Nathalie Rab, au stade d'Alexandrie, dernière étape de la première inspection d'une équipe d'experts. De toute façon, Hervé Pisa, on ne doutait pas véritablement que l'Égypte ne serait pas prête parce que les infrastructures sont là.
Oui, bon, il faut... De toutes les façons, la CAF ne va pas faire encore une erreur comme elle avait faite, aller au Cameroun à quelques mois pour dire que non, que tout est fait prêt. Je pense qu'il y avait aussi, Samuel, comme on l'a dit, l'Afrique du Sud et le Maroc qui ont des infrastructures. Mais bon, l'Égypte, je pense que c'est ce que j'ai dit. Vous savez, l'Égypte avait un précédent sérieux avec la CAF, du côté des droits de télé et tout ça. En football, ça s'arrange. Hein. Ça s'arrange, je l'ai dit ici, mais il faut dire quand même que, je l'ai dit, c'est-à-dire que si vous comparez l'Égypte à l'Afrique du Sud part favori. Donc, mais l'Égypte a des infrastructures, comme venez de le dire, là, des infrastructures hôtelières et tout, pour pouvoir abriter cette fête continentale. Et maintenant, le point sur lequel moi je vais m'appesantir, c'est sur le plan sécuritaire. Parce que nous savons ce qui se passe tous les jours en Égypte. Et donc, il ne faut pas que la directrice de communication se focalise tout simplement sur les infrastructures hôtelières, les pelouses et consorts, et les routes et tout. Mais il faut aussi nous parler de la sécurité. C'est ça qui est important parce que, bon, nous avons besoin de la sécurité au niveau de nos hôtels, au niveau sur la route, à l'intérieur du stade, comme en dehors du stade, même pour retourner et tout ça, durant ces 1 mois que cette fête-là va se faire là-bas. Donc, bon, pour moi, il n'y a pas de souci. Hein, l'Égypte a tout ce qu'il faut pour organiser et la CAF a su choisir. Donc, maintenant, bon, reste à savoir si les équipes sont prêts, surtout mon Togo. Le Togo, je voudrais vraiment savoir si... Puisque déjà, il faut qu'on se qualifie. Il faut qu'on se qualifie. En mars prochain. Tout à fait, il faut qu'on se qualifie. Et donc, voilà. mais maintenant, est-ce que vous ne pensez pas aussi que pour les autorités égyptiennes qui ont quand même tout fait pour obtenir cette CAN, que côté sécuritaire, on ne va pas lésiner sur les moyens? Oui, et il ne faut pas lésiner sur les moyens. Je sais quand même que l'Égypte dispose quand même d'une armée, d'une police, d'une gendarmerie à assurer la sécurité de tous les officiels et de tous les supporters qui seront à cette fête-là. Mais il faut, comme je l'ai dit, il faut toujours communiquer. Vous savez, il y a des gens, rien qu'à dire qu'il y a une explosion aujourd'hui au marché là, ça fait peur, ça fait paniquer. Vous savez, nous avons été victimes au niveau du Cabinda et tout ça. Quand on parle, il y a encore des traumatismes qui sont là. Donc pour moi, je ne voudrais pas que la CAF communique uniquement que sur les infrastructures, parce que nous savons tous que sur les aspects infrastructures, l'Égypte en dispose. Maintenant, il faut nous rassurer beaucoup plus sur le plan sécuritaire. Quand bien même l'Égypte en dispose, c'est-à-dire qu'il faut vraiment rassurer, comment l'appelle-t-on, les fédérations, les pays qui doivent prendre part. C'est vrai que, bon, on connaît les quelques qualifiés, il reste encore pour ce dernier tour qui va se faire pour connaître, avoir le complet de ces nations-là. Chacun fait son calcul, mais sur l'aspect sécuritaire, vous savez, il y a la sécurité là-bas, mais chaque jour, on assiste il y a quelques attentats, à des attentats et tout ça. Je pense quand même que le périmètre, ces périmètres-là où les officiels et consorts doivent se loger, on va renforcer beaucoup plus pour que les gens n'attaquent pas les représentants de Et puis, il y a aussi un autre gros défi, parlant de l'Égypte, c'est la violence dans les stades. C'est très présent lors de leur championnat. Est-ce qu'on est sûr que pour la CAN, l'Égypte va pouvoir contenir ce phénomène-là? Non, je pense qu'à ce niveau, l'Égypte est assez mature. C'est vrai, quand vous prenez les pays africains, la violence, et je pense que ce soit au niveau de la FIFA, au niveau de la CAF, au niveau des fédérations, on a toujours parlé de la non-violence, on a parlé toujours du fair play, mais on connaît ces pays chauds-là, l'Égypte, les Arabes et tout ça, on connaît ces pays chauds, mais ils savent déjà, en tant que pays organisateur, et ils savent qu'ils n'étaient pas partis favoris, c'est une chance qui est tombée comme ça. Et donc, ils doivent tout faire pour éradiquer tout ceci. Donc, on a parlé de la sécurité, la violence aussi sur les stades. Je suis sûr qu'ils vont se comporter en bons élèves pour quand même essayer d'avoir d'autres chances pour, prochainement, pourquoi pas ne pas co-organiser la Coupe du Monde et tout ça. À ce niveau, je pense que l'Égypte est arrivée à un niveau où ils sauront quand même accueillir les gens. Bon, maintenant, moi, c'est au niveau de l'arbitrage. Il faut quand même
faire en sorte que ce soit les meilleurs. Parce que, bon, ça faut relève pas plus quand même, de la CAF. Oui, ça relève plus de la CAF. Il ne faut pas quand même que tout de suite qu'on sente de la triche parce que, bon, on est pays organisateur. Donc, bon. Il faut favoriser les voilà, de toutes les façons, comme je l'ai dit, Samuel, on aura les qualifiés. Et à ce niveau, on aura les poules et tout ça. On a les poules, on verra bien les équipes que l'Égypte va rencontrer, parce que nous avons vu l'équipe à la dernière Coupe du Monde. Bon, c'était pas aussi vraiment ça. Mohamed Salah, aujourd'hui, c'est vrai, il est nominé et tout ça. Bon, mais ce n'est pas pour moi l'Égypte d'antan, vraiment les pharaons. Ce n'est plus ça, c'est jouable, quoi. Vous savez, le football aujourd'hui, c'est jouable. C'est pourquoi nous demandons à toutes les fédérations de faire des efforts, parce que on ne doit pas négliger un pays. Et ça va être une CAN à 24, c'est un défi supplémentaire? Exactement, c'est un défi supplémentaire, surtout que ça va nécessiter encore beaucoup plus de la logistique, de la sécurité et tout. Je pense que c'est une première expérience aussi pour la CAF de voir si, bon, il faut toujours expérimenter pour voir, bon, après faire le bilan, savoir si ça s'est très bien passé, on garde comme ça ou on revient sur l'ancien système. Donc, vous venez vraiment de le rappeler. C'est un défi que la CAF doit vraiment relever pour que à la fin, ça ne déborde pas. Troisième sujet, Gianni Infantino, seul candidat à sa succession à la tête de la FIFA. Dans un communiqué, la FIFA a annoncé ce mercredi que Gianni Infantino, président de l'instance mondiale de football depuis 2016, était le seul candidat en lice pour l'élection prévue le 5 juin prochain lors du 69e congrès qui aura lieu à Paris. L'ancien secrétaire général de l'UEFA va donc se succéder à lui-même, ce qui évidemment va susciter bien des commentaires. C'est quoi, on pense que Gianni Infantino a tellement bien fait qu'il ne faut pas le concurrencer. Pourquoi il est seul en lice? Oh ben, vous savez, Samuel, j'espère que ça ne se fera pas par acclamation comme son collègue de l'UEFA. Bon, Gianni Infantino, vous savez, c'est ça le lobbying au niveau du football. Et le système dans lequel il est venu, c'est vrai qu'il y avait des gens... les incontournables, si on peut les appeler comme ça, d'Ayatou, du prince Salman et consorts, mais il est arrivé quand même à étouffer tout ce circuit-là. Et puis, vous savez, il avait un projet d'augmenter de l'argent aux fédérations et tout. Et puis, il y a aussi le nombre de clubs au niveau Afrique, les pays de l'Est et tout ça, qui monte pour 2022, bien sûr. Donc, je pense que ce projet aussi intéresse les Africains, les présidents des fédérations. Et donc, du coup, Gianni, vous avez vu la dernière fois aussi, sa tournée n'est pas anodine. Hein? Donc, c'est pour dire, ben, écoutez, tu me donnes ça, je te retourne la monnaie. Et aujourd'hui, le bon élève, c'est Ahmad. Et Ahmad, autour de lui... les Vincent Omari et consorts et tout ça. Et c'est vrai qu'on voyait le défunt de la CAF, Nyatiti, qui a été emporté par ce tsunami terrible. Mais ceux qui restent au niveau des fédérations sont fidèles à Ahmad. Et l'augmentation aussi, comme on vient de le dire, des équipes et tout ça, c'est un bon projet pour lui. Donc, à partir du moment où Infantino a Ahmad dans sa poche, c'est qu'il a toute l'Afrique, les voix de l'Afrique. Est-ce que vous voyez? Bon, au niveau de l'Asie, il n'a pas à faire assez d'efforts. Donc, au niveau européen, je pense que, bon, tout est fin. C'est une question de lobbying, c'est une question de... Mais il faut dire que... il n'a pas totalement bien rempli comme ça son contrat. Et il n'y a pas eu assez de communication sur le travail de la FIFA, comme on le voyait avec Sepp Blatter et le tout-puissant Hayatou au niveau de la CAF. On ne l'a pas senti, Infantino, comme ça. C'est-à-dire que vous avez vu que son mandat est passé comme ça, comme l'eau qui coule, qui s'infiltre rapidement sur les choses. Ben, les résultats sont là. C'est qu'il y a eu des réformes. Il y a des réformes qui ont été faites au niveau de la FIFA. C'est ça le plus essentiel. Bon, donc... je dirais tout simplement que ainsi va aussi le football. Mais ça veut dire quoi? Parce que même au temps de Sepp Blatter, il y avait quand même lors des congrès électifs des têtes qui émergeaient. De 2016 à maintenant, il n'y a pas eu de nouvelles têtes, que ce soit au niveau de l'UEFA ou des autres confédérations? Non, je crois que vous voyez au moment de Sepp Blatter, il y avait que Hayatou, Issa Hayatou, qui est le concurrenceur, qui avait voulu prendre sa place, et puis il a été aussi trahi, il faut le dire, par ses pairs africains, Hayatou. Sinon il devait être le président de la FIFA. C'était pas
au moment où Blatter devait avoir des problèmes pour qu'il soit intérimaire. Quoi qu'on dise, c'est vrai qu'on l'appellera ancien président de la FIFA par intérim, mais pas président plein. Et donc, il n'y a pas eu, à part Ayatou, qui a été une petite chaussure, un petit caillou dans la chaussure de Sepp Blatter, qui lui aussi a su lui dire, bon écoute, je te donne l'Afrique tout entière. Vice-président, il y aura toujours des soutiens, on va rester pour l'éternité et on va faire du business ensemble. Donc, lui aussi n'avait pas de concurrent en tant que tel. Et donc, au moment où les choses se sont faisandées, que Platini a voulu faire ce jeu à risque, et lui aussi il en a pris. Donc, je pense que ceux qui devaient concurrencer, comme je le disais tantôt, ceux qui devaient concurrencer Gianni Infantino, au moment où il postulait pour la première fois, ces réseaux-là ont été étouffés. Et aujourd'hui, c'est un boulevard devant Gianni Infantino. Mais je pense que la Coupe du Monde 2022 aussi sera peut-être un test pour voir si, après son deuxième mandat, il n'y aura pas un autre président de la FIFA. Hervé Pisa, merci d'être passé répondre aux questions. C'est moi qui vous remercie. La pause, après le journal, on se retrouve pour Regard Croisé.